Bonjour à tous, je m'appelle Kim Henry et je vais vous présenter mon travail sur l'investigation d'une épidémie de leishmaniose cutanée chez des militaires en Guyane française, avec description des aspects cliniques, phylogénétiques, épidémiologiques et environnementaux. Alors la leishmaniose, c'est une maladie parasitaire transmise par un protozoaire du genre Leishmania. Alors je ne sais pas si on voit la flèche, mais c'est un protozoaire qui se présente sous deux formes. En bleu, la forme amastygote, qui est donc intracellulaire et donc intramacrophagique au sein du réservoir animal qui est représenté par les mammifères ou de l'homme. Et en rouge, la forme promastygote qui, elle, est mobile extracellulaire au sein du vecteur. Donc, comment ça se passe? Le vecteur qui est donc représenté par le phlébotome, qui est un moucheron hématophage dont seule la femelle assure la transmission. Le phlébotome va prendre son repas sanguin au sein du réservoir. Il va donc ingurgiter les macrophages parasités avec la forme donc amastygote intracellulaire. Et donc cette forme amastygote, au sein du tube digestif du phlébotome, va se transformer en forme promastygote mobile. Et lors de son futur repas sanguin, il va régurgiter cette forme promastygote, qui donc au sein de l'hôte futur va se retransformer en forme amastygote. Et donc pour permettre ce cycle, il faut un réservoir porteur du parasite, le vecteur responsable de la transmission, et donc l'homme qui nous intéresse dans ce cas-là. On parle de leishmaniose de l'ancien monde, quand elle est contractée en Europe, en Asie et en Afrique, et on parle de leishmaniose du Nouveau Monde quand elle est contractée en Amérique. Selon l'espèce de Leishmania, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents réservoirs, différentes espèces de phlébotome responsables et différentes formes cliniques. On en dénombre 3 grandes, avec la forme viscérale, qui est donc la plus grave, la forme cutanéo-muqueuse, qui est embêtante du fait de son côté délabrant, surtout au niveau ORL, on en reparlera, et la forme cutanée, qui est la plus fréquente et qui nous intéresse ici. Alors, si on zoome sur la leishmaniose cutanée en Guyane française, elle concerne donc 200 à 300 nouveaux cas par an, avec 5 espèces sur le territoire. La plus représentée, c'est Leishmania guyanensis, qui est surtout représentée par la forme cutanée, mais qui peut aussi se présenter sous forme muqueuse. Et en deuxième position vient Leishmania brasiliensis, qui présente le souci de son atteinte, de son tropisme muqueux, avec le côté délabrant dont on a déjà parlé. Et les autres espèces sont beaucoup plus rares. Donc si on zoome sur cette espèce Leishmania guyanensis, qui est la plus fréquente, plus de 80% des cas de leishmaniose cutanée en Guyane, le vecteur central est représenté par l'Utsomia umbratilis, qui est un cycle sylvatique, c'est-à-dire un cycle qui se réalise au niveau de la canopée. Le réservoir central est représenté par le paresseux à 2 doigts. Le traitement de première ligne, c'est la pentamidine. La plupart des cas sont sporadiques et concentrés entre novembre et mai, et peu d'épidémies sont rapportées. Vient alors donc le signal épidémique, donc le 15 mars 2020, le CMIA, c'est le Centre médical interarmé de Cayenne, qui contacte le service de dermatologie de l'hôpital de Cayenne, qui rapporte donc 15 cas suspects de leishmaniose cutanée, avec au total 51 cas suspects de leishmaniose cutanée au sein des militaires rapportés par le CMIA de Cayenne et de Kourou. Le point commun de ces cas suspects, c'est leur participation à ce qu'on appelle le centre d'entraînement en forêt équatoriale, le CEFE. Qu'est-ce que le CEFE? C'est un centre d'entraînement situé à Regina, donc à 80 km de Saint-Georges-de-l'Oyapock et 110 km de Cayenne, qui a été créé il y a plus d'une trentaine d'années et tenu par des légionnaires, donc
qui appartiennent donc au 3e REI, on y reviendra, et donc qui forment les militaires à une meilleure approche du combat et de la vie en forêt équatoriale. Il permet l'entraînement des forces armées de Guyane, des unités françaises de manière plus générale et des unités étrangères. Et chaque année, le CEFE accueille 1000 à 2000 stagiaires. En haut à droite sont représentés les différents stages qu'il propose, avec une vocation soit individuelle, soit collective, avec le tronc commun qu'on appelle le CIFE, le stage d'initiation à la vie en forêt équatoriale qui dure 3 à 5 jours. Et c'est un stage qui est proposé à l'ensemble des militaires arrivant sur le territoire guyanais dans les 15 jours après leur arrivée, où sont délivrés des messages de prévention, notamment pour toutes les maladies transmissibles dans la forêt équatoriale. Il y a 2 stages qui vont nous intéresser, c'est le stage combat et le stage survie. Le stage survie qui est un stage à part entière ou qui est représenté par 3 à 5 jours à la fin de n'importe quel stage qui est représenté ici. Alors l'objectif de cette étude, c'est l'investigation de cette épidémie. Donc sur le plan clinique, c'est la description des cas et leur réponse au traitement. Sur le plan phylogénétique, c'est la description des souches responsables. Sur le plan épidémiologique, on a réalisé une étude cas témoins qui donc visait à identifier des facteurs de risque de contraction de la leishmaniose cutanée et environnementale avec une investigation sur site et une approche climatique. Sur l'aspect clinique, alors, la période d'étude, c'est le premier semestre 2020, alors avec une définition des cas qui sont représentés par une présentation clinique et une chronologie compatible et une confirmation biologique par frottis, culture, Mal-Ditov ou PCR positive, ou bien une réponse complète après le traitement de première ligne qui est la pentamidine. Ont été exclus des cas non confirmés, une contamination avant ou après la période d'étude et une contamination ailleurs que pendant le stage au CEFE. Pour ce qui est de l'aspect phylogénétique, on a réalisé des PCR sur écouvillon, on a visualisé les séquences, on a créé les séquences de consensus qu'on a comparées, puis alignées pour une comparaison avec d'autres souches qui sont donc des souches de référence et des souches de cas diagnostiqués pendant la période d'étude mais hors CEFE. Pour ce qui est de l'aspect épidémiologique, on a donc les cas qui sont représentés par les cas de l'aspect clinique, mais en plus qui ont donc accepté de répondre au questionnaire par téléphone. Et de l'autre côté, on a les témoins qui sont des stagiaires du CEFE pendant la période d'étude, par contre n'ayant pas contracté la leishmaniose cutanée, qui ont été sélectionnés parmi une liste randomisée et ayant accepté de répondre au questionnaire par téléphone. Le questionnaire a été réalisé par un seul investigateur et donc recruter les différentes informations qui sont représentées ici. Donc les informations générales, l'âge, le grade, le régiment, le type de stage, la période de stage, l'exercice de survie additionnel ou non, les connaissances sur la leishmaniose et les habitudes pendant le stage, notamment l'imprégnation des vêtements du hamac de la moustiquaire au préalable, l'application de répulsifs aussi bien sur la moustiquaire que sur les vêtements que sur la peau et d'autres informations. Et évidemment, pour permettre le cycle de la maladie, les animaux qui ont été croisés pendant le stage. Pour ce qui est de l'aspect environnemental, on a réalisé une visite du CEFE, on a fait le point sur le matériel utilisé et on a étudié les facteurs climatiques. Voici donc les 51 cas suspects. Sur ces 51 cas suspects, 30 ont été considérés comme cas confirmés. Ces 30-là ont été décrits sur le plan clinique, donc dans la partie aspect clinique. Parmi ces 30 cas, seulement 26 séquences ont été analysables parce que 2 n'ont pas eu de PCR et 2 ont eu une PCR négative. Et donc ça a permis l'aspect phylogénétique. Et en bleu, l'étude cas témoin. Donc parmi ces 30 cas, seulement 22 ont pu être
ont pu être inclus parce que 8 étaient injoignables. Et donc, parmi 80 témoins, 22 témoins également ont pu être inclus du fait de surtout beaucoup de témoins injoignables. Donc, ça nous fait, sur l'aspect clinique, 30 cas inclus, sur l'aspect phylogénétique, 26 séquences analysables, et sur l'aspect cas témoins, 22 versus 22, donc cas témoins. Pour ce qui est de l'aspect clinique, on voit que il s'agit d'hommes de 32 ans pour la moyenne d'âge, en bonne santé, aucun ne présentait d'antécédents personnels particuliers, aucun n'avait de traitement immunosuppresseur et aucun n'avait présenté auparavant de leishmaniose cutanée. Le régiment, on voit que c'est à peu près moitié-moitié appartenant au 9e RIMA et au 3e REI. La période de stage, on voit que 66% des contaminations ont été réalisées entre la semaine 13 et la semaine 14. On voit que c'est bien représenté ici, avec la semaine 13 qui ressort fortement en termes d'impact. Au niveau du stage, on voit que le stage combat a été le plus fréquenté par nos cas et donc le plus à risque. Pour ce qui est de la présentation clinique, on voit que les membres supérieurs ont été les plus impactés, que le type de lésion centrale est l'ulcération pour 90% d'entre eux. Aucune atteinte muqueuse n'a été rapportée. Pour ce qui est du diagnostic, la Leishmania guyanensis a été l'espèce la plus représentée. On voit que le diagnostic a été réalisé pour la plupart par PCR et le traitement de première ligne, donc tous l'ont reçu. Et on voit que la moitié ont présenté une réponse complète et un tiers une réponse incomplète avec nécessité de 2 à 5 lignes de traitement. Pour ce qui est de l'arbre de distance, on a donc ici représenté les souches de notre étude, les souches de référence avec donc d'autres espèces et d'autres cas de leishmaniose cutanée contractés pendant la période d'étude hors ce feu. On voit en marron 2 pseudo-clusters, parce qu'en fait, ces 2 groupes qu'on voit représentés réunissent toutes nos souches de notre étude avec d'autres souches de Leishmania guyanensis pendant la période d'étude, mais contractées hors ce feu sur l'ensemble du territoire guyanais, et 2 souches non pas de Leishmania guyanensis, mais de panamensis, qui est très proche génétiquement de guyanensis. Et en bleu sont représentées les autres espèces, de Leishmania. Pour ce qui est de l'étude cas témoin, aucun facteur de risque comportemental n'a été mis en évidence. Un facteur temporel ressort, qui est donc la participation pendant la semaine 13 à 14 au ce-feu, avec 4,6 fois plus de chances de contracter la leishmaniose en participant à cette période. Pour ce qui est des animaux, ce qui paraît assez étonnant, c'est que les militaires n'ont croisé que très peu d'animaux et le plus fréquent, c'est le pécari. Donc 3 facteurs de risque ressortent. Ce facteur temporel dont on vient de parler, et en rouge, là dans le tableau, ont été comparés les taux d'attaque. Donc on voit que les militaires ayant participé au ce-feu versus militaires hors ce-feu, on voit donc un taux d'attaque bien différent avec un odds ratio significatif de 2,29. Et selon le régiment, on voit que le 9e RIMA a été beaucoup plus impacté que le 3e REI avec un odds ratio de 4,2. Pour ce qui est de l'aspect environnemental, on s'est intéressé aux activités nocturnes, vu que le phlébotum a une activité de l'aube au crépuscule. Et donc, ces activités nocturnes avaient été abandonnées, mais reprises. Pour ce qui est du matériel, il n'y a pas eu de changement récent de matériel. Le répulsif utilisé était un répulsif avec 4% de permétrine et par contre, pas d'utilisation d'imprégnation systématiquement. Ici est représentée une affiche qui est
montré pendant le CIFE, avec donc différentes pathologies, avec différents messages de prévention. Et sur la leishmaniose, on voit qu'il parle donc de la nécessité de port de vêtements longs, d'application de répulsifs, l'interdiction de port de frontal au niveau du front, mais à la main. Et par contre, une donnée assez étonnante, c'était l'évitement d'arbres cathédrales. Le Cefeu est représenté comme ceci. Il a une superficie de 60 km². Aucun travaux forestiers n'ont été réalisés depuis 2012, c'est-à-dire en fait des travaux forestiers qui auraient pu mettre en contact les phlébotomes de la canopée avec les hommes au sol. Mais par contre, 2 zones ont été identifiées par un instructeur, le village combat et la zone Curotel. Alors le village combat, on comprend bien, hein, c'est le stage qui a été... Le village combat, en fait, c'est une zone qui est fréquentée seulement par les stagiaires du Cefeu combat. Et on sait que le Cefeu combat a été le stage le plus impactant. Et la zone Curotel de l'autre côté, c'est une zone qui, elle, est une zone du Cefeu qui est fréquentée par l'ensemble des stagiaires en fin de stage. Donc on s'est vraiment concentré sur ces 2 zones. Qui correspondaient bien à ce qu'on avait nous mis en évidence au niveau des cas. Donc pour ce qui est de la zone Curotel, on voit qu'il y a une crique à 50 mètres et surtout on a identifié 2 zones agricoles avec des extensions récentes et surtout des zones éparses de déforestation illégale aux alentours. Et pour ce qui est du village combat, à proximité du village combat existe une zone d'orpaillage légale qui pour le coup n'a pas eu d'extension récente, mais en discutant avec eux, ils nous ont rapporté quelques cas de leishmaniose de leur côté également, du fait de quelques travaux forestiers en périphérie. Mais surtout, ce village combat, en plus d'être géographiquement une zone à risque, apparaît comme au niveau de ses activités à risque du fait d'activités nocturnes très présentes avec toute la nuit des activités de techniques d'approche, de défense de son territoire. Et donc les militaires ne dorment pas dans leur moustiquaire ces nuits-là, mais dorment dans ce qu'on appelle des hamacs tactiques, les hamacs filés, qui sont donc complètement exposants, hein, pas de moustiquaire avec des grandes mailles. Donc l'activité à risque. Pour ce qui est du facteur climatique, on voit que cette semaine 13, qui est donc la dernière semaine de mars, apparaît à une zone de transition entre un climat sec et chaud et juste avant l'apparition de pluie. Pour ce qui est de la présentation clinique, ici a été comparée notre étude en haut, donc en vert, avec une étude qui rapporte les facteurs de risque de contraction de leishmaniose cutanée. On voit que c'est assez comparable au niveau de l'espèce mise en évidence, de la présentation clinique et de l'absence d'atteinte muqueuse. Par contre, pour ce qui est de la prédominance de localisation des lésions, on voit que nous, c'était surtout les membres supérieurs, alors que dans cette étude, c'était les membres inférieurs. Alors, peut-être le facteur protecteur des uniformes avec le port de pantalons la plupart du temps. Et par contre, ce que j'avais envie de souligner, c'était l'atteinte fréquente, donc 40% des mains et du visage, avec potentiellement le port de gants possible et le port de moustiquaire de tête qui pourrait éviter ces localisations. Donc par contre, on voit que on n'a pas un cluster, on n'a pas un clone, on voit par contre plusieurs espèces, enfin une espèce de leishmaniose, le leishmania guyanensis prédominant, mais plusieurs souches responsables de cette épidémie, ce qui peut nous faire évoquer plusieurs vecteurs responsables et plusieurs réservoirs en cause. Donc, plusieurs vecteurs, on sait que le Lutzomia umbratilis est le vecteur central, il est présent dans la canopée mais aussi au sol, et dans une étude, on voit que Lutzomia umbratilis comparé à d'autres espèces est l'espèce qui présente la plus grande diversité de réservoirs, ce qui donc multiplie le champ. Et on voit aussi ces trois autres
espèces de phlébotomes qui ont été mises en évidence comme porteuses de Leishmania guyanensis. À droite, ce sont les différents réservoirs qui ont été mis en évidence comme réservoirs de Leishmania guyanensis, avec le paresseux, le fourmilier, les marsupiaux, les rongeurs, les singes, les chiens. Pas de chauve-souris par contre. Et une question se pose, alors surtout sur le plan vectoriel, le rôle des tiques dans le vectrice de Leishmania guyanensis, parce que dans cette étude péruvienne a été mis en évidence le Leishmania guyanensis au sein de tiques retrouvés sur des pécaris. Pécaris, que je vous rappelle, être l'animal le plus croisé par les stagiaires. Pour ce qui est de l'aspect épidémiologique, on a vu que le cefeu apparaissait comme un facteur de risque de contraction de la leishmaniose cutanée du fait de ses activités nocturnes, de son rythme intense et de 2 sites à risque identifiés, comme on a vu, contrairement aux missions Harpie, qui sont des missions de lutte contre l'orpaillage illégal, qui sont, elles, itinérantes, de plus longue durée, un petit peu moins intenses et surtout avec des activités plutôt diurnes. Donc, hors de la période d'activité du phlébotome. Et donc à droite, le régiment, donc le régiment le plus impacté qui est le 9e RIMA, qu'on peut imaginer moins spécialisé dans le combat et la vie en forêt équatoriale. Il peut y avoir quand même quelques biais à prendre avec des pincettes. Pour ce qui est du climat, on voit que cette semaine 13 apparaît donc à une zone de transition entre un climat sec et chaud et un climat très humide. Donc vraiment cette zone de transition qui a été prouvée dans des études avec cette période à risque qui est donc la fin de la saison sèche et le petit été de mars, et ce délai de 2 mois qui apparaît entre la décroissance des pluies et le pic de contamination de la leishmaniose cutanée qui est bien montré dans notre étude. Ce qui nous fait poser la question de limiter les activités nocturnes et les exercices au sol pendant cette période à risque, limiter l'accès aux sites à risque. Alors la question de la capture des phlébotomes, évidemment, s'était posée, avec une capture qui aurait pu être réalisée non pas en temps réel, parce que le temps qu'on investigue l'épidémie et qu'on mette en place les choses, c'était beaucoup trop tard. On aurait pu capturer les phlébotomes que la saison d'après, qui donc n'aurait pas été représentative de l'épidémie en cours. Évidemment, c'est une étude rétrospective avec un biais de mémorisation, un manque de puissance avec des petits effectifs du fait quand même du contexte épidémique, avec des effectifs qui sont réduits, et la question de l'intérêt du séquençage du génome entier qui aurait pu nous permettre une meilleure identification des souches plutôt que notre étude du gène HSP70. Donc pour conclure, c'est une investigation rare, multidisciplinaire d'une épidémie. On a mis en évidence 2 sites à risque en lien avec la déforestation, pendant une période à risque avec des activités à risque. On voit le risque d'échec thérapeutique et on voit une diversité de souches potentiellement secondaires à différents vecteurs et différents réservoirs responsables. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant et clair. Donc, on est en train de voir, dans la salle, a priori, il n'y a pas de questions ni par nos auditeurs virtuels. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que les échecs de traitement de première ligne que vous avez rencontrés, ces militaires, est-ce que ce sont la même proportion que les patients habituels, ou est-ce qu'il y avait une surreprésentation des échecs? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée également. Alors, moi, j'ai pas énormément d'expérience sur la leishmaniose cutanée, mais pour en avoir discuté avec le docteur Blaiseau, ça semble à peu près cohérent et à peu près représentatif de ce qui est retrouvé. Pour ce qui est de l'explication de ces échecs, on ne sait pas bien réellement le pourquoi. Alors il y a des risques de résistance et des résistances qui ont été mises en évidence sur certaines espèces qui sont recherchées
de temps en temps et qui mériterait peut-être d'être plus recherché. Mais après, là, dans ce contexte-là, ça n'a pas l'air d'être plus, même si quand on est plutôt extérieur, comme moi je l'ai été extérieur pour la prise en charge de la leishmaniose, comme moi avec ma petite expérience, c'est vrai que ça semble assez énorme, 1/3 d'échecs. Mais finalement, ça semble pas forcément gros pour quelqu'un qui voit de la leishmaniose cutanée régulièrement.